Bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour. Quand on a voyagé comme vous l'avez fait, quand on a eu des postes de responsabilité importants, des diplomatiques notamment au travers de plusieurs continents, quand on a même appris le japonais, comment on peut revenir dans son pays et l'aimer à ce point? C'est un vaste sujet. C'est une espèce d'expérience de vie sur laquelle vous m'interrogez. Moi, je suis né à la fin des années 50, en 1957. J'avais 10 ans révolus au moment des événements de mai 68. Et donc j'ai connu la France d'avant. Je pense que mai 68, l'année 68, la fin des années 60, plus généralement, en France comme dans beaucoup de pays occidentaux, a marqué une rupture fondamentale entre le passage entre une France catholique, traditionnelle, rurale, avec moi mes ancêtres de tous les côtés étaient des paysans. Moi, les années 60, je garde des souvenirs de la famille avec le repas du dimanche midi, avec le gigot flageolet, le papa, la maman, les enfants, éventuellement les grands-parents qui étaient là. Donc la famille, comme on la connaissait à l'époque, alors que maintenant il y a eu une destruction largement de la famille déstructurée. Je parle même pas des familles où il y a eu des divorces, mais même là maintenant les évolutions technologiques, par exemple. Le fait que chacun a son ordinateur, les gens sont séparés à l'intérieur d'une même famille, le fait que maintenant vous avez des fast-food à chaque coin, vous avez il y a plus de repas en famille, il y a il y a de moins en moins de repas en famille, donc tout ça c'est des évolutions sociologiques profondes. La fin des années 60 a donc marqué une rupture. Moi j'ai connu une France catholique, etc. Moi j'ai été élevé dans un schéma de valeurs qui était celui de la France traditionnelle. Il y a eu beaucoup de bouleversements. Et moi, mon adolescence a connu ces bouleversements, les années 68, 70, 72. Et j'avoue que personnellement, j'étais sensible à cette espèce d'appel d'air vers le monde extérieur. Et depuis que je suis petit, j'ai toujours été attiré par les pays étrangers. Voilà. Vous me parlez du Japon, j'ai une petite anecdote. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Et à Noël, un jour, il y a eu un Noël, parce que les Noëls étaient en famille, avec des amis de la famille, etc. Puis il y a des amis de mes parents qui m'avaient offert un cadeau qui était un disque 45 tours, une espèce de vinyle comme ça, vous savez, qui faisait livre pour enfants. C'était l'histoire d'un petit garçon qui avait à peu près mon âge d'ailleurs, 7 ans, et à qui on offrait un poisson rouge. Et c'était le début d'une histoire, parce que le poisson rouge, en fait, c'était une espèce un truc un peu magique. Et en fait, par l'intermédiaire du poisson rouge, le petit garçon s'échappait et voyageait. Il se retrouvait au Japon, le poisson rouge venant du Japon. Et donc, ce petit garçon visitait le Japon. Alors, est-ce que c'est pour ça que depuis très très longtemps, aussi loin que je remonte mes souvenirs, j'ai toujours été attiré par ce pays, le Japon. Parfois je dis en riant que si on croit à la réincarnation, à la métempsychose, peut-être que je suis la réincarnation d'un vieux bronze japonais. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que la première fois de ma vie où je suis arrivé au Japon pour de bon, je me suis vraiment senti chez moi. C'était assez amusant. Je vous raconte tout ça pour vous dire que effectivement, quand j'étais adolescent, j'avais très très envie de voyager à l'étranger. Je garde un autre souvenir. J'avais 9 ans ou 10 ans et mes parents, j'ai eu des parents j'ai un frère aîné, une sœur cadette, nous ont beaucoup fait voyager en Europe. À l'époque, l'avion était très très cher, était beaucoup moins utilisé, mais en revanche en voiture, on avait beaucoup circulé. Et je me rappelle qu'une fois, mon père a eu l'idée de nous emmener pour les vacances de Pâques en Angleterre, avec la voiture. On avait pris donc le ferry et on était allé passer une semaine à peu près en Angleterre. Donc c'était dans les années 67 par là, je devais avoir 9 ou 10 ans. Je garde un souvenir ébloui de ce que j'avais vu. Aussi des choses aussi incroyables, par exemple, ça paraît anecdotique, mais
par exemple, le fait d'avoir un jus d'orange au petit déjeuner, et puis des œufs au bacon, pour moi, c'était à l'époque, en France, c'était pas comme ça, le petit déjeuner traditionnel. Pas dans les campagnes. Dans les campagnes, c'est vrai qu'il y avait un repas paysan solide, mais dans les villes, tout le monde mangeait des croissants ou du pain et du beurre, de la confiture, c'était tout. Et pour moi, ça paraît une anecdote bizarre, mais ça montre un petit peu une certaine forme d'enfermement intellectuel, peut-être, de cette époque. Moi, découvrir un petit déjeuner où il y avait des œufs au bacon et du jus d'orange, pour moi, c'était le comble de l'exotisme. Voir des voitures rouler à gauche, voir les autobus rouges à 2 étages à Londres, voir la reine d'Angleterre, parce qu'il se trouve que je me rappelle, on avait été à Londres, et puis il y avait eu la reine qui était déjà Elisabeth II à l'époque, qui était plus jeune, qui était dans une Rolls-Royce. Tout ça, pour moi, ça m'avait, en fait, j'étais revenu enthousiaste. Je pense que c'est de là que date de ces moments d'enfance un très grand goût pour les voyages. Donc ça m'a jamais quitté. Et en fait, j'adore les pays étrangers. J'adore les pays étrangers au point que j'avais fini d'ailleurs par prendre un peu en grippe mon pays. On était à l'époque, dans les années 60, à la fin des années 60, d'abord toute la presse tapait sur De Gaulle. De Gaulle était considéré comme une vieille baderne, un type ridicule, etc. Et puis les années 70, 72, etc., la presse n'en avait déjà que pour les États-Unis d'Amérique et autres. Et moi, j'étais sensible à ce qu'on entendait à la presse. Donc, on m'avait finalement appris à critiquer la France. C'est un sport d'ailleurs qui s'est développé depuis lors. Donc, en fait, personne m'avait jamais spécialement appris à aimer la France, en fait. Voilà. Disons que quand même, j'ai des souvenirs aussi d'enfance à l'école maternelle et ensuite à l'école communale. Et jusqu'en 68, il y avait des prix qui étaient donnés à la fin de la scolarité, à la fin de l'année scolaire. Et je me rappelle un souvenir, là aussi un souvenir d'enfant, que j'avais peut-être 8 ans. Il se trouve que j'étais très bon élève, donc j'avais ce qu'on appelait à l'époque le prix d'excellence. C'est-à-dire le premier de la classe avait un prix d'excellence, et puis il y avait d'autres prix, donc on avait un paquet de... Et le prix d'excellence, c'était le plus gros, et tout ça était enrubanné dans un ruban bleu, blanc, rouge. Ça m'a beaucoup marqué aussi, je pense, puisqu'on parle de souvenirs d'enfance. C'est peut-être ça qui m'avait peut-être fait le plus croire en la République, en la France. Mais pour le reste... Quand j'étais adolescent, je n'avais qu'une envie, c'était de voyager à l'étranger. Ce que j'ai d'ailleurs fait, d'abord avec mes parents, puis après, quand j'ai été étudiant, quand j'ai gagné un petit peu d'argent, je faisais des petits boulots ici ou là, je suis parti avec des amis. Le premier voyage lointain que j'ai fait avec des amis, c'était en Égypte, en 1975. Alors, quel type de voyageur vous êtes ? À l'époque, vous étiez J'ai toujours été un voyageur assez aventureux. Comment ? Tente et moto ? Non, pas tente ni moto, non, pas à ce point-là, mais voyager par moi-même, les transports locaux, le sac à dos, et comme j'avais pas beaucoup d'argent et que j'avais fait des petits boulots, j'avais été ouvrier par ici, employé par là pour gagner un mois de salaire, et ce qui me permettait ensuite d'aller dans des pays un petit peu comme routard, ça serait peut-être un grand mot, mais quand même, c'était plutôt dans ce genre de choses. Je garde des souvenirs. Je suis allé au Mexique, au Guatemala, dans les années, c'était en 1978, je crois. Coucher sur une plage à Isla Mujeres dans le Yucatan, ou bien dans un vieil autocar désaffecté à Tikal dans la jungle du Petén au Guatemala. Enfin, j'ai des souvenirs comme ça. J'avais pas beaucoup d'argent, on était entre copains, quoi, on avait 20 ans. En Inde aussi, j'étais malade comme un chien la première fois que je suis allé en Inde en 77. On allait dans des endroits qui étaient parfois limite du sordide. Ensuite, à HEC, en deuxième année, j'ai fait un stage à l'étranger, c'était obligatoire, que j'ai fait au Japon et qui était rémunéré. Donc l'argent que j'avais plus des petits boulots m'avait permis de me payer un billet en avion tour du monde. C'était sur Korean Airlines, je me rappelle encore le prix, c'était 5000 francs à l'époque. Et donc je suis parti pour faire un tour du monde tout seul pendant 4 mois. Entre la deuxième et la troisième année d'HEC. Je suis allé en Thaïlande, je suis allé dans les années 79. C'est une autre époque. En 1979, par exemple, j'étais allé à Hong Kong, j'étais allé à Taïwan, j'étais allé en Corée du Sud. À l'époque, en France,
En 1979, il n'y avait aucun guide touristique en français sur Taïwan, qu'on appelait encore assez largement Formose, ni sur la Corée. Je suis allé en Corée du Sud, dans un pays j'y suis retourné 15 ans après avec un ministre. C'était invraisemblable le changement qu'il y a eu dans ce pays. Quand je suis allé en Corée du Sud en 1979, je suis allé dans le sud, à Busan. C'était une ville assoupie, c'était l'été. Il y avait au moins 50% de la population qui était encore en habit traditionnel, c'est-à-dire les femmes avec une robe coréenne ajustée juste sous le buste, et avec une espèce de robe comme ça avec des jupes à robe à brocart, et les hommes étaient tous habillés en blanc avec un petit gilet blanc en lin et puis une coiffe en crin de cheval noir. C'était incroyable. On était allé voir, j'étais allé voir parce que j'étais tout seul, mais j'étais descendu et j'avais pris un petit comment dirais-je, un autocar qui partait de la ville de Busan pour aller voir un temple qui s'appelle le Bulguksa. Et il y avait une ville avec des petites maisons. Ce temple qui était en dehors de la ville, c'était un vieil autocar japonais des années 50. Et c'était une route en terre battue avec des nids de poules. On était arrivé, c'était le bout du monde. Et encore une fois, il n'y avait aucun guide touristique en France. Alors je raconte cette petite anecdote parce que c'est en 79, c'est en 80, j'ai dû y retourner en 94. Donc 15 ans après, j'y suis retourné avec Gérard Languet, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. On a fait un voyage en Corée du Sud et à Séoul. On a été reçus dans les ministères. Puis j'avais conseillé au ministre, il y avait une journée pour un début de week-end avant de rentrer à Paris. J'ai dit d'aller à Busan, qui est une ville où il y a des choses à voir, justement, qui est au sud de la Corée. Et je suis arrivé là, et il n'y avait plus une seule personne qui était habillée en habit traditionnel. En 15 ans de temps, tout avait été modifié. Tous les gens que je voyais étaient tous habillés avec des jeans à l'occidental. Il y avait... Les vieux quartiers avaient été, pour l'essentiel, détruits. C'était des gratte-ciel. Et j'avais dit, on va aller voir le Bulguksa. Donc on avait pris des voitures, c'était avec le ministre. On avait 2-3 voitures qui nous étaient prêtées par le ministère des Affaires étrangères de Séoul. Et on arrive, et le truc était dans le centre-ville. Il y avait des quantités tout avait été macadamisé. Il y avait un parking pour des voitures, il y avait des haut-parleurs. Et ça m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, l'écrasement des différences planétaires est quelque chose d'effrayant, en fait. C'est que j'avais connu la Corée du Sud d'avant, et maintenant c'est devenu un truc américanisé. Enfin, alors donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait ce tour du monde, puis après ça, avec ma femme, j'ai fait aussi d'autres voyages dans des conditions assez pittoresques, au Yémen, par exemple, ou au Sri Lanka avec mes enfants, ou dans un certain nombre d'endroits du monde. Alors, la question que vous me posez, c'est effectivement... comment on revient en France et comment on aime son pays après... J'étais dans un état d'esprit, j'avais fait une partie de mes études au lycée Louis-le-Grand à Paris, qui est un des grands lycées parisiens, qui se trouve rue Saint-Jacques, au croisement de la rue pas loin de la rue des Écoles, à côté du Collège de France, à côté de la Sorbonne. Et pour rentrer chez moi, je prenais le métro et je passais face à la Sorbonne, il y a un petit square sur la rue des Écoles, et puis il y a une statue de Montaigne. Et sur le socle de cette statue, je suis passé devant un nombre de fois tellement incalculable que je me rappelle encore, il y avait une citation, je ne sais pas, d'une des œuvres de Montaigne qui disait, c'était une espèce de citation à la gloire de Paris, de la ville de Paris, en disant « je me sens parisien », etc. Et Montaigne dit « je ne suis français que par cette seule cité ». Et j'étais un petit peu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, moi la France, je trouve ça barbant, rasoir. C'était pour moi un peu le syndrome de la réunion de famille, le gigot flageolet, alors que moi je voulais voyager dans le monde. Moi je me tenais tout à fait dans cet état d'esprit. J'ai eu la chance de faire mon service national. Enfin, à l'époque, les garçons devaient faire un service militaire. Ça a été supprimé une quinzaine d'années après. À l'époque, les garçons devaient faire un service militaire ou leur service sous forme de coopérants.
Et moi, j'avais eu la chance, sans piston, mais parce que j'avais été très bien classé à HEC, de faire mon service national au Japon, dans les services commerciaux de l'ambassade de France. C'était une expérience pré-professionnelle, c'était extrêmement demandé. Il y avait des contraintes par rapport au service national normal, militaire, puisque le service militaire durait 1 an, alors que là, c'était pendant 1 an et demi. On n'avait pas le droit de rentrer en France. On n'avait pas le droit de téléphoner, parce que le téléphone était très cher, il n'y avait pas Internet. Donc, c'était une forme un peu de bannissement, on pourrait dire. C'est bannissement, c'est-à-dire interdiction pendant 1 an et demi de revenir dans son pays. Et avec des moyens de communication, j'étais à Tokyo, donc j'étais pas au fin fond de la jungle. Mais combien mettait une lettre pour arriver de... Oh, ça mettait... par la valise diplomatique, ça mettait 1 semaine. Sinon, ça mettait 2-3 jours. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'était encore une époque où on écrivait beaucoup. Mais il n'y avait pas Internet. Et puis... il y avait, alors moi j'étais dans un service rattaché à l'ambassade, envoyé de temps en temps le journal Le Monde arrivé, mais comme j'étais coopérant militaire, j'étais celui qui voyait le journal, le journal il arrivait après avoir été lu par tous les gens à la chancellerie, puis après donc je lisais le journal souvent avec 6 ou 7 jours de retard. Je n'avais pas le droit de téléphoner en France, le téléphone était très cher, et mes parents de temps en temps m'appelaient depuis la France. Mais à l'époque, 1 minute de téléphone entre Paris et Tokyo, c'était peut-être l'équivalent aujourd'hui de 10 €, quelque chose comme ça, à peu près. Hein. Ah oui, à peu près, je pense que c'était à peu près ça. 7, 8 ou 10 €. Donc ça veut dire que mes parents, quand ils m'appelaient, ça durait 3-4 minutes. Quoi. Bon, ils n'avaient pas envie non plus de dépenser des fortunes. Puis moi, j'avais un petit salaire de coopérant qui était... bon, je donnais quand même des cours de français à une vieille dame japonaise extrêmement gentille, qui avait appris le français dans une institution quand elle était jeune. Et puis j'étais speaker à mes heures perdues à la radio, à la Nihon Hoso Kyokai, c'est la radio japonaise, la NHK, pour les émissions en français. Donc un dimanche sur 3, j'allais à Omotesando, c'est dans l'ouest de Tokyo, et il y avait des dépêches de presse en anglais que je traduisais en français, et puis c'était vérifié par un superviseur puis qui voyait que je ne disais pas des bêtises, et puis je disais, c'était les émissions en français de la NHK. Alors, par exemple, je vais raconter une petite anecdote encore, puisque vous me demandez des anecdotes finalement. Le 10 mai 81, l'élection de Mitterrand, j'étais là, parce que j'ai passé entre la fin 80 et le début 82 au Japon. Et donc le 10 mai 81, sur le coup de 4 heures du matin, ou 5 heures, oui, 4 heures du matin, avec le décalage horaire, le 11 mai donc, heure de Tokyo, j'ai eu un appel téléphonique de mon père qui m'a appelé pour me dire que Mitterrand venait d'être élu. Alors moi, je me réveillais et je décroche le téléphone. Voilà. Ce qui m'a beaucoup marqué, d'ailleurs, à ce propos, c'est que pour mes parents, c'était une révolution planétaire. Enfin, l'élection de Mitterrand, les gens qui ont vécu le 10 mai 80, qu'on était pour ou qu'on était contre, finalement, les Français ont considéré que tout le monde avait pensé. 6 mois avant, tout le monde était absolument sûr et certain que Mitterrand était mort politiquement et que Giscard serait réélu dans un fauteuil. L'élection de François Mitterrand a été un choc énorme dans la société française. Voilà, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, d'autant plus que Mitterrand a fait entrer ensuite au gouvernement des communistes, et qu'à l'époque, en 1981, on était quand même dans une époque où les gens pensaient que l'Union soviétique était en train de gagner la partie au niveau planétaire. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que je me rappelle l'effet de sensation que mon père avait au téléphone. Et puis je raccroche, je me rendors, et puis je vais au bureau à 9 h du matin. Voilà. Donc c'est en fait les journaux du surlendemain, le Asahi Shimbun, ou le Yomiuri Shimbun, qui, je me suis précipité pour voir si elle y est. Ma surprise avait été de découvrir que l'élection de Mitterrand, c'était un article, mais qui était en page 13. Et je me suis dit, le choc que j'ai eu entre la réaction de mes parents au téléphone, qui me disaient comme si c'était un événement inouï, et vu donc à 12 000 km, vu du Japon, que finalement la vie continuait au Japon comme si de rien n'était, que finalement ça n'avait pas fait bouger personne. Ça m'a permis de relativiser beaucoup. J'ai adoré ma vie au Japon, c'est vraiment... j'ai beaucoup aimé ma vie au Japon. C'est étonnant que vous ne soyez pas resté là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas resté? Pourquoi vous n'êtes pas tombé amoureux d'une japonaise? Ça, c'est la grande question.
Non, parce que, d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui vivent au Japon sans se marier avec des Japonaises, faut pas exagérer. En fait, ce qui s'est passé, c'est quelque chose à quoi je m'attendais pas. Quand je suis parti fin 80 de France, l'ambiance était assez morose. Fin 81. Fin 80. Ah, fin 80, d'accord. Fin 1980, l'ambiance était assez morose. D'ailleurs, l'ambiance est morose en France depuis des années, en fait. C'est un vrai problème. Les Français, au XVIIIe siècle, avaient la réputation d'être un peuple extrêmement joyeux, très, très, très gai, très joyeux. Fier et joyeux. Oui, et on disait d'ailleurs, il y a un proverbe au XVIIIe siècle, en France, tout finit par des chansons. Et en fait, la France, elle est devenue, certains font dater ça peut-être des boucheries de Verdun, peut-être l'apparition du canard enchaîné en 1916. Vous savez qu'il y a un esprit canard enchaîné qui s'est développé dans la société française, ça fait 100 ans. C'est les drames de la Première Guerre mondiale et la boucherie effrayante qu'il y a eu. C'est comme si c'est un peuple qui avait eu un peu sa joie de vivre, qui avait été d'une certaine façon cassée. Il y a peut-être aussi, De Gaulle faisait dater le début du déclin de la France de la campagne de Russie, de 1812-1813. Voilà. Bon, en attendant, c'est vrai que d'autres font dater ça de 1870, de Sedan. Ce qui est vrai, c'est que en France, il y a quand même une espèce de morosité générale. Et quand je suis parti donc pour le Japon fin 1980, j'étais très très content. En plus, je quittais papa-maman. Bon, j'avais été j'avais été interne à HEC. Donc je ne vivais plus chez mes parents, mais je revenais chez mes parents tous les week-ends, alors que là, j'allais être pendant 1 an et demi sans les revoir. Pas tout à fait, parce qu'ils sont venus me voir quand même à l'été. Ils sont venus passer, c'était le moment où j'aimais de venir passer des vacances avec ma sœur. Ils sont venus me voir une quinzaine de jours à l'été. Mais enfin, pendant 1 an et demi, j'allais être coupé de mon pays et mes parents m'appelaient une fois tous les 15 jours. Ils me passaient 2-3 minutes pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc j'étais très content en fait de partir et j'ai beaucoup aimé mon séjour au Japon. Pour moi, c'est un pays, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je me sens bien au Japon. J'aime beaucoup d'abord, de façon générale, les pays étrangers. Je suis allé dans 85 pays du monde à peu près. Il n'y a pas de pays, à quelques exceptions près, il y a des pays que j'ai moins aimés que d'autres, je ne vous dirai pas lesquels, mais il y a des pays que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de pays que j'aime voilà, profondément. Alors, on va dire les 10 premiers. Les 10 premiers, ce serait quoi? Alors, l'Italie, que j'adore. Après le Japon ou avant? Alors, c'est un peu... Disons pour moi, l'Italie et le Japon, c'est la quintessence, l'un comme l'autre, peut-être de la plus grande beauté artistique. Je mets la France à part, hein. Mais l'Italie, c'est la beauté, c'est l'art, et puis tout est beau en Italie, je trouve. Enfin, pratiquement tout. Les femmes. Oui, mais il y a aussi l'architecture. Oui. La chrétienté. Oui, on peut dire ça aussi, si vous voulez. Les strates historiques, c'est l'Europe, c'est l'histoire de l'Europe, en fait. Il y a un truc merveilleux à Rome, c'est l'église San Clemente, qui est à 600-800 mètres du Capitole. C'est une église merveilleuse. Pourquoi, si certains m'écoutent, il faut qu'ils aillent à Rome. Et ils vont voir dans cette église. C'est une église... vous entrez dans l'église, puis vous avez un escalier, et vous descendez de 30 mètres. Vous allez tout à fait au tréfonds. Et 30 mètres en dessous, 40 mètres en dessous, vous êtes au niveau du sol, ou à peu près, de l'Antiquité, il y a 2000 ans. Et vous avez un autel dédié au culte de Mitra. Mitra, c'était le taureau Mitra. Ça se trouve, cet autel, ce culte a été créé vers l'an à peu près 200 après Jésus-Christ. Vous savez que, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais qu'il y a eu une compétition au moment où l'Empire romain, le début du bas Empire romain, le début des invasions barbares, apparaissent des quantités de religions nouvelles dans l'Empire romain. La religion traditionnelle, avec les dieux traditionnels, Jupiter, Junon, Vénus, etc., est remise en question par l'arrivée de cultes venus du Moyen-Orient, venus d'Asie. Et assez rapidement, il y en a 2 cultes qui vont apparaître en compétition. Il y a le culte du taureau Mitra et le culte de Yeshua Christo, donc de Jésus-Christ, qui va apparaître en compétition. C'est finalement celui qui va trancher entre ces 2 cultes qui se développent
c'est Constantin, après la bataille du pont Milvius. Alors sa mère et l'impératrice Hélène avaient été converties au christianisme, mais Constantin va se convertir au christianisme et va faire le choix entre les deux religions nouvelles de la religion du Christ. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette église, vous avez donc un culte qui était dédié à Mitra. Et c'est là-dessus qu'a été créée ensuite une église paléochrétienne, donc des débuts. Et vous voyez que sur ce truc dédié au taureau Mitra, il y a aussi des graffitis chrétiens. Puis vous montez de 10 mètres, ou 5 mètres, peut-être que j'exagère, c'est peut-être pas à 30 mètres, c'est peut-être à 20 mètres. Vous montez de 4-5 mètres, et là vous êtes au niveau du haut Moyen-Âge, vers quelque chose comme l'an 600 ou 700, donc après la prise, la chute de Rome, les Ostrogoths qui arrivent, les Lombards, etc. Donc on est en plein Moyen-Âge. Et là vous avez une église paléochrétienne, qui donc a été construite sur le culte de Mitra. Et puis vous remontez ensuite, là vous arrivez à l'époque du XIVe, XVe siècle, la Renaissance, où il y a l'église actuelle de San Clemente qui a été construite à l'époque de la Renaissance. Avec, ça a dû être construit au début, disons, à la fin du Moyen-Âge, puis à l'époque de la Renaissance, il y a différentes, vous savez, comme souvent dans les églises, il y a plusieurs siècles d'écart. Et je trouve assez extraordinaire cette église San Clemente parce que vous avez l'histoire de l'Europe. Vous avez l'Empire romain, on n'est pas très loin du Colisée. Vous avez l'arrivée des cultes d'origine asiatique, d'origine moyen-orientale, la victoire du christianisme, le christianisme du haut Moyen-Âge, le christianisme triomphant de la Renaissance. Et là, vous avez, je ne connais pas d'endroit au monde qui montre à ce point l'épaisseur des siècles. Et y compris, on découvre que les alluvions, les poussières, les trucs et les machins ont fait que le niveau de la ville de Rome est plus haut que maintenant. Bon, je ferme la parenthèse. Vous avez compris, enfin, je pourrais vous en parler pendant des heures de l'Italie. Voilà, l'Italie. On a Japon, Italie. Le Japon et l'Italie, qui sont vraiment des pays que j'aime énormément. Sinon, c'est l'embarras du choix. Beaucoup de pays d'Asie que j'aime bien. L'Indonésie, la Thaïlande. L'Indonésie, il y a une ambiance assez extraordinaire. La Thaïlande, le Cambodge. Il faut absolument avoir vu dans sa vie les temples d'Angkor. C'est quand même une des grandes merveilles de ce monde. Le Vietnam aussi, avec la ville impériale de Hue. J'ai un petit bémol sur la Chine, parce que la Chine, c'est un pays qui est évidemment très intéressant, mais il y a eu tellement de destruction au cours des siècles que souvent un voyage en Chine est un petit peu décevant par rapport à l'image que l'on s'en fait. Mais évidemment, il faut avoir vu Pékin, il faut avoir vu les quelques grands sites. Moi, je préfère les sites un petit peu à l'écart toujours. Hein. Si j'ai un conseil toujours à donner aux voyageurs, faut évidemment voir les grands sites. C'est comme à Venise, il faut voir la place Saint-Marc, mais il faut surtout aller se balader ailleurs. Il faut aller dans les endroits où les touristes ne vont pas. Et donc, par exemple, c'est comme à Kyoto, il faut aller voir le pavillon d'or, le pavillon d'argent, mais il faut surtout aller voir les petits jardins zen, le Daisanin, le Daitokuji, qui est un des temples zen de Kyoto. Voilà, donc dans les 10 premiers... oui, alors je dis pour la Chine, il faut aller par exemple monter le Taishan près de la ville de Chufu, c'est là où vous avez un hôtel qui est tenu, paraît-il, par les descendants de Kongtse, c'était de Confucius depuis moins 500 avant Jésus-Christ. L'Inde, qui est un pays magnifique, l'Égypte que j'aime beaucoup. De façon générale, j'aime beaucoup les pays du monde musulmans, arabo-musulmans, parce que ce sont des pays qui ont une âme. Moi, j'adore. Enfin, un pays magnifique et très peu connu, c'est le Sultanat d'Oman et le Yémen, au bout de la péninsule arabique. Moi, j'ai des souvenirs vraiment éblouis du Sultanat d'Oman. C'est un pays très désertique, avec des rochers qui s'effondrent dans la mer d'Oman. Et vous y avez, je me rappelle le souvenir à Mascate ou dans d'autres villes. Vous imaginez, je sais pas, le soleil couchant. Ce désert, ces rochers qui tombent dans la mer d'Oman, une mer bleu indigo, le ciel devient orange. Vous avez les rochers qui sont orange comme le ciel, qui tombent dans la mer. Vous avez des palmeraies à vert. Et les Omanais sont habillés. Les femmes ont souvent des espèces de vêtements
elles sont couvertes avec un voile, alors les yeux plus ou moins présents, parfois avec d'ailleurs une espèce de masque en cuir sur le visage. Elles sont en général en noir, et les hommes sont avec une djellaba ou une galabieh ou une tige d'achat, enfin ça dépend comment on appelle ça, de couleur parme ou mauve. Enfin, c'est féerique. Enfin, moi, je dois avouer, vous vous baladez dans le souk de Mascate, qui est un des grands souks. Vous savez que Sultanat d'Oman, comme le Yémen, c'est de là, comme de la Somalie, qui sont originaires la myrrhe, l'encens des rois mages. Donc, vous avez dans le souk de Mascate, vous avez des ruelles. Vous avez des parfumeurs qui vendent des parfums les plus extraordinaires qui soient, même qui sont d'ailleurs interdits de la commercialisation dans les pays occidentaux, comme par exemple, vous savez, les glandes de je ne sais quelle gazelle qui donne le vrai musc, ou bien des morceaux de cachalot qui donnent le vrai ambre, l'ambre gris, enfin... et plus les résines de toutes les variétés possibles qui font l'encens de l'église ou bien la myrrhe de l'église, etc. Bon, moi j'ai trouvé ça magique. J'aime beaucoup ces pays. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le Mexique, c'est merveilleux. J'aime énormément aussi la Turquie. La Turquie, il faut absolument, pour les gens qui m'écoutent, il faut qu'ils aillent ça coûte pas cher. Vous prenez un billet d'avion Paris-Istanbul. Vous payez une semaine en Turquie, vous pouvez trouver des auberges de jeunesse, ou même maintenant on trouve par des trucs style B&B, des choses comme ça, on peut trouver à loger, louer un studio ou un 2 pièces près de Galata et autres. Istanbul, c'est une ville d'un intérêt historique exceptionnel. C'est aussi l'histoire de l'Europe, mais vu de l'Europe, c'est toute l'histoire de l'Empire ottoman qui est assez méconnue en fait par nos compatriotes. C'est à la fois la chute de Rome, l'Empire byzantin, l'Empire ottoman, c'est le détroit du Bosphore, c'est toute l'histoire de l'Europe orientale. Moi, je trouve qu'un voyage, pour quelqu'un qui veut connaître l'histoire de l'Europe, il faut évidemment aller à Rome, il faut évidemment aller à Londres, il faut évidemment aller à Berlin, Paris, et puis Madrid, et puis voilà. Mais il faut aussi absolument aller à Istanbul, et puis... aussi, j'allais oublier de le citer, mais Saint-Pétersbourg et Moscou, c'est des pays. Bon, voilà, il y a beaucoup de. Alors moi, j'ai des tâches dans mes connaissances. Je ne connais pas l'Afrique noire. Voilà. Je connais les pays du Maghreb. Et on connaît pas. Enfin, vous n'avez pas l'air de connaître beaucoup les États-Unis et le Canada. Si, je suis allé. Alors, je suis allé. Bon, ils sont pas dans les 10 premiers, disons. Non. Je suis allé aux États-Unis plusieurs fois. La première fois que j'y suis allé, c'était quand j'ai terminé mon premier tour du monde, en venant du Japon, j'ai arrivé à Honolulu, aux îles Hawaï. Et il y a tout de suite quelque chose qui m'a pas plu, c'est que j'avais l'impression d'être comme une espèce de bille dans un jukebox. Voilà. C'est-à-dire, on en avait à mon argent. C'est-à-dire, je suis arrivé, moi j'aime les choses authentiques. Je vous en ai parlé, j'ai des souvenirs extrêmement émouvants de passages, par exemple au Yémen, au Sultanat d'Oman, où j'ai rencontré des gens, des vrais gens, des gens avec une humanité, des gens qui n'ont rien et qui vous donnent tout, enfin l'hospitalité, surtout quand on voyage sac à dos. Évidemment, les gens qui voyagent dans des tours organisés, ils voient pas ça, mais quand vous voyagez sac à dos, vous pouvez rencontrer des vrais gens, des gens qui sont... j'ai oublié de citer parmi les pays du monde que j'aime énormément, c'est les pays du Pacifique Sud. J'en connais plusieurs. Fidji, la Nouvelle-Zélande, qui est un pays admirable, le Vanuatu. Mais je garde quelques souvenirs vraiment très intenses en Polynésie française. Là aussi, d'avoir rencontré des gens d'une humanité assez incroyable. Ou au Vanuatu, des gens qui ont vraiment pas grand-chose, pour ne pas dire rien, mais qui ont je sais pas comment dire, Alors, effectivement, aux États-Unis, quand je suis arrivé aux États-Unis à Honolulu, j'ai eu le sentiment d'être, je sais pas comment dire, le long de la plage de Waikiki, il y avait tous les 5 mètres, il y avait une agence qui expliquait que si vous n'alliez pas voir ça et ça, vous étiez le dernier. Donc, moi, j'étais là pour quelques jours. Et donc, je me suis dit, comment je peux faire? Parce qu'il n'y avait pas de transport en commun. Donc, j'ai pris une journée, un tour avec un tour pour visiter l'île d'Oahu. Et je me suis retrouvé avec... je suis monté donc je parle, le départ était à 8h du matin.
je monte dans une espèce de minibus avec un Hawaïen à la tête, puis les gens étaient là, et c'était pour l'essentiel des Américains qui étaient en honeymoon package, qui faisaient un tour du monde dans des vacances dans le cadre de leur lune de miel. Moi, et j'étais évidemment le seul étudiant, le seul Français qui était là de passage. Célibataire. Voilà. Alors ils étaient tous là en train de dire, ils venaient de je sais pas quoi, Austin, Texas, etc. Voilà, ils venaient de Chicago, Illinois et tout. Et puis, non, moi, je dis Paris, France. Alors, ça a été j'ai été la mascotte du truc. Il y a une chaleur, un côté sympa des Américains. À mon avis, un petit peu artificielle. C'est-à-dire, on est comme ça, c'est faussement copain-copain. Mais en fait, j'ai eu l'impression d'être dans l'artifice, quoi. Voilà, on voyait, on avait droit à 3 minutes. Après, il fallait aller. Tout était la société polynésienne qui est très présente, par exemple, on peut trouver des endroits de moins en moins, mais au fin fond de la Polynésie, on peut trouver. Moi, mon rêve, ça serait d'aller dans des pays que je ne connais pas encore en Polynésie, comme par exemple Tonga ou les Samoa, mais c'est comme en Nouvelle-Calédonie. On peut trouver encore des endroits en Nouvelle-Calédonie. Quand vous allez en brousse, quand vous allez être reçu, comme j'ai été reçu dans des villages, notamment parce que j'ai fait une mission d'inspection des finances ultérieurement, sur la question des terres, on a de l'authenticité. Ce qui m'a déplu aux États-Unis tout de suite, c'est le fric et le manque d'authenticité. C'est ça. C'est-à-dire une espèce de monde totalement contrefait, controuvé. Alors, je suis allé, j'ai été à Los Angeles, je suis sensible à la beauté de San Francisco. Je suis sensible à la beauté des musées de la côte Est, le musée à Philadelphie, l'Isabella Stewart Gardner Museum, les musées de New York, les musées de Boston, tout ça, je suis sensible à ça. Chicago aussi, qui est une jolie ville. Mais c'est vrai que les États-Unis, c'est un pays avec lequel j'ai eu quand même du mal à accrocher. Voilà. Pareil aussi pour le Canada anglophone. J'ai fait un stage de 2 mois quand j'étais à l'ENA à Toronto. J'ai eu du mal à accrocher. En revanche, j'ai passé 15 jours au Québec et je suis tombé amoureux du Québec. C'est pas du tout la même chose. C'est sur la liste des 10, le Québec? Comment? Ça sera sur la liste des 10, le Québec? Ah oui, parce qu'au Québec, alors que le Canada est un pays, Canada anglophone, je trouve c'est une espèce de sous-États-Unis. Je vais dire, je vais me faire des ennemis quand je dis ça. Je ne connais pas, je suis pas allé en Colombie-Britannique. Mais disons, moi, l'Ontario, j'ai pas trouvé ça vraiment. J'ai trouvé que c'était les États-Unis en moins bien. Mais le Québec, non, le Québec a une âme. Il y a vraiment, c'est merveilleux le Québec. Voilà. D'accord. Donc en fait, comment vous revenez en France? Parce qu'en fait, effectivement, il m'est arrivé quelque chose. À quoi je ne m'attendais pas quand je suis parti au Japon. C'est que les premiers mois ont été formidables. Vraiment, j'étais très très content. Et puis insidieusement, petit à petit, est arrivé une espèce de mal du pays. C'est-à-dire, voilà, c'est rare comme expérience. Ça n'existe pratiquement plus maintenant à notre époque. Vous êtes coupé de votre pays et vous n'avez quasiment plus aucune nouvelle pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. 7 mois, 8 mois. Et au bout de 8 à 9 mois, j'ai commencé, et je ne m'attendais pas à ça, j'ai commencé à avoir un peu le mal du pays. Et surtout, en plus de ça, comme je m'occupais des services commerciaux, je rencontrais beaucoup d'importateurs, et puis je circulais, et puis bon... Et petit à petit, je finis par me rendre compte, je me dis, mais finalement, je suis allé en Corée, je suis allé à Taïwan, je suis allé au Mexique, etc. Je commence à avoir circulé, j'ai voyagé dans le Japon du nord au sud, je suis allé pas partout, mais j'ai un manque qui est l'île de Shikoku, où je ne suis jamais allé, sinon je suis allé dans toutes les autres îles, y compris à Hokkaido et à Sadogashima. Mais je me suis dit à un moment, mais au fait, je sais pas où est Roquefort. C'est con, hein, mais... Un jour, il y a un Japonais qui me trouvait que le Roquefort était très bon. Il me dit, mais c'est où Roquefort? Et je savais pas.
c'est la honte, hein, comme dirait mon fils. Donc je me suis renseigné, je ne savais pas où c'était. Bon, c'est près de Millau. Après, j'y suis allé. J'ai emmené mon fils d'ailleurs à Roquefort. Et puis pareil, après ça, je voyais parfois des belles photos. Vous savez, il y avait un office du tourisme. Et donc je voyais un truc qui était magnifique au milieu de champs de lavande. C'était l'abbaye de Silvaca, l'abbaye de Montmajour, les grandes abbayes cisterciennes de Provence. J'étais jamais allé de ma vie, je savais pas où c'était. Et donc petit à petit, je me suis dit, mais en fait, il y a plein d'endroits de France. Alors je connaissais quand même, j'avais circulé en France. Mes parents m'avaient emmené au château de Versailles, des châteaux de la Loire, le Mont-Saint-Michel. Je connaissais la Bretagne, je connaissais un certain nombre de la dune du Pilat. Je connaissais mais il y avait quand même beaucoup de choses que je connaissais pas encore et qui étaient parfois très célèbres dans le reste du monde. Et donc je me suis dit, alors, mais quand je reviendrai en France, donc d'un seul coup, de plus en plus, je me suis dit, j'ai envie de connaître mon pays. Puis le temps a passé, et je vous ai dit, progressivement, je sais pas, c'est vraiment assez particulier. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui partent, de Français expatriés, un petit peu dans le même état d'esprit que j'étais, c'est on a marre, la France est trop morose, et puis au bout de quelques mois, de 3 ans, alors maintenant il y a Internet, ils peuvent revenir en France, maintenant l'avion est quand même beaucoup moins cher, les communications sont gratuites, donc il y a moins l'effet de bannissement que celui que j'ai connu. Mais je pense qu'il y a quand même cette petite musique lancinante, c'est sa patrie, et finalement, pourquoi je suis de là, voilà. Donc là, en fait, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'être français, en fait, voilà. Après, j'ai lu des tas de trucs, vous savez, le discours d'Ernest Renan, qu'est-ce que c'est qu'être français, qu'est-ce que c'est que ce genre de choses. Et du coup, je me suis de plus en plus passionné à l'histoire. C'est pour ça que j'ai fait un grand retour. Moi, j'étais un très bon élève, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'étais pas à partir du moment où je suis revenu en France, d'abord, j'ai préparé le concours de l'ENA, et puis je me suis passionné pour l'histoire de France, la géographie de la France, etc. Et je me suis aperçu qu'on a quand même un pays admirable, un pays absolument unique au monde. Donc en fait, c'est un petit peu, vous savez, parmi les gens qui me regardent, il y a des gens qui ont dû lire Voltaire, et en particulier Candide. Et à la fin, donc Candide, il va se balader en Amérique du Sud, et puis il revient en disant maintenant il faut cultiver son jardin. Donc en fait, je pense dans le courant d'une vie, notamment quand on est jeune, d'essayer de vivre pendant au moins 3-4 mois à l'étranger, pourquoi pas 6 mois, pourquoi pas 1 an, si possible. Et je dirais si possible, pas en Belgique ou en Suisse ou en Allemagne même, dans des pays lointains, dans des pays un petit peu différents, et pas aux États-Unis. Moi je trouve il me semble que vivre dans une vraie civilisation différente, les pays du monde arabo-musulman, la Russie, le monde asiatique de façon générale, c'est un fabuleux enrichissement intellectuel, c'est d'un seul coup aussi une prise de distance par rapport à son milieu de naissance. Je trouve que les gens qui ont cette expérience sont toujours plus, ils sont toujours plus ouverts d'esprit, peut-être plus intelligents au sens, vous savez, intelligent, c'est le mot du latin interlegere. Legere, faire le lien, inter, entre. Intelligent, étymologiquement, c'est faire des comparaisons entre des liens. Moi, je vois, par exemple, à l'UPR. À l'UPR, il y a beaucoup... À la fois d'abord, on a beaucoup d'expatriés. On a 6,4% de Français expatriés, alors que dans la moyenne nationale, c'est 2,2%. Les expatriés qui adhèrent à l'UPR sont des gens qui, d'une façon ou d'une autre, j'imagine, ont un peu éprouvé ou ont lu le même parcours que celui que j'ai fait. C'est des gens qui sont allés à l'étranger parce que par attirance pour l'étranger, peut-être aussi par une certaine prise de distance ou de dédain par rapport à la France. Et puis, ils ont découvert progressivement l'amour secret qu'ils avaient pour leur pays, qu'ils n'avaient pas explicité, qu'on leur avait pas enseigné, mais auquel finalement ils découvrent que la France est un pays merveilleux et extrêmement attachant. On a aussi beaucoup à l'UPR de Français d'origine étrangère, notamment d'origine maghrébine, qui fait que moi je trouve que souvent quand on est entre deux cultures, ou d'origine, des Français d'origine portugaise, ou d'origine italienne, ou d'origine espagnole, ou d'origine polonaise, enfin on a des Français, quoi. Or vous savez qu'en France, je crois qu'il y a 75% des Français de nos jours qui ont un de leurs 4 grands-parents qui est d'origine étrangère. Et donc,
il y a vraiment les gens qui ont une ascendance étrangère ou qui ont vécu, ils ont souvent un regard plus profond, moins immédiat, plus réfléchi que sur les choses. Nous, on est, contrairement à une légende, contrairement aux propos du Front National, de l'extrême droite, etc., il y a beaucoup de Français d'origine étrangère, de jeunes, qui aiment énormément la France, en fait. Et nous, on leur permet d'exprimer, je pense que la France est là de mieux en elle, parce que bien sûr en France il y a des choses qui sont pas terribles, mais dans tous les pays du monde il y a des choses pas terribles. Hein. Il y a des choses pas terribles au Japon, aux États-Unis, en Algérie, en Tunisie, en Russie, voilà. Mais la France, c'est quand même un pays à nul autre pareil. En ce sens, c'est un pays qui est un pays qui est très assimilationniste, très égalitariste dans le fond, un pays qui finalement est, à mon avis, l'un des pays les moins racistes du monde, et Dieu sait si j'en connais. Dieu sait si je connais beaucoup de pays au monde où il y a un racisme terrible, en fait. Hein. En France, à partir du moment, quelle que soit la couleur de la peau et même la religion, à partir du moment où quelqu'un se plie à cette espèce de savoir-vivre en commun, ce côté un petit peu à la bonne franquette des Français, le côté égalitariste, en fait on devient tous Français assez vite. Franchement c'est un pays très englobant, très assimilationniste. Je vais raconter une petite anecdote, ça c'est pas le côté le plus sympathique du Japon que je vais vous raconter. Une fois, quand j'étais à Tokyo, un jour, je déjeunais à une terrasse de café à Shinjuku, c'est un quartier moderne de Tokyo. J'avais des rendez-vous professionnels. Je faisais mon métier de coopérant, j'allais tirer des sonnettes. Et donc, j'étais en salaryman, comme on dit en Japon, costume cravate. Bon, et j'avais 23 ans, 24 ans, et puis et puis il y a un type qui vient s'asseoir en face de moi et qui voulait may I brush up my English, il voulait parler en anglais avec moi puisque j'étais, pour un Japonais, quelqu'un qui avait mon physique, c'était forcément un Américain. Ils sont beaucoup plus proches des États-Unis à tous égards que du Japon. Alors je lui dis que je suis français, alors on commence à discuter le coup, et puis alors très à la japonaise, il me tend cérémonieusement sa carte de visite. Et je prends sa carte de visite et je vois qu'il s'appelait quelque chose comme Parc truc muche. Bon. Et tout de suite je reconnais que c'est un nom coréen. C'est pas un nom japonais, Park. Vous savez, au Japon, en Corée, il s'appelle Kim Lee Park. Il y a quelques grands patronymes. Et il présentait comme un japonais. Et je lui dis, ah, vous êtes coréen. C'était pour moi spontané. Et d'un seul coup, son visage s'est vraiment rembruni parce que. Et en fait, j'ai touché quelque chose que je ne me rendais pas compte. Il y a au Japon des gens d'origine coréenne qui sont depuis 3-4 générations et qui ne sont pas japonais, qui ne seront jamais japonais. C'est-à-dire que le Japon, il est très difficile d'avoir la nationalité japonaise. C'est extrêmement compliqué. Ça se fait par filiation. Et donc vous avez des espèces de sous-citoyens, de citoyens de seconde zone qui peuvent être là depuis 2 ou 3 générations. Le type parlait parfaitement le japonais, mais il n'était pas... Puis physiquement, c'est pas toujours... On peut un peu deviner, quand on a beaucoup d'aptitude, le physique des Coréens n'est pas exactement le même que les Japonais, mais comme il y a tous les physiques, il y a quand même certains Coréens qui ressemblent à des Japonais, et réciproquement. Donc je me suis dit, ça n'arriverait pas en France, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui n'arriverait pas en France, et on a un pays qui est vraiment un pays admirable. C'est pour ça que je dis, c'est bien d'y aller. C'est bien d'aller à l'étranger, et puis ça permet aussi de relativiser ensuite les critiques contre la France. Moi, j'étais très critique, après avoir vu tout ce que j'ai vu, et Dieu sait si j'aime beaucoup de pays étrangers, je crois qu'on est tous redevables d'un patrimoine merveilleux qui s'appelle la France, et qui manquerait à l'histoire du monde si elle n'existait pas, et nous, on a des spécificités, moi, je pense qu'il faut cultiver les spécificités de la France. Moi, je n'ai pas envie que la France
France disparaisse, mais je n'ai pas envie non plus que l'Égypte disparaisse, que le Japon disparaisse. Il faut je crois que le grand défi du 21e, du 22e siècle, c'est de la même façon qu'il faut préserver la biodiversité des espèces végétales et animales, il faut aussi préserver la biodiversité des pays et des civilisations étrangères et l'identité des pays. C'est pas obscène de parler d'identité nationale. Il y a une espèce de doxa, de discours dominant. Si vous parlez d'identité nationale, si vous êtes d'extrême droite, pas du tout. C'est comme si on disait je suis d'extrême droite parce que je veux pas qu'il y ait des amphibiens qui disparaissent. Non, ça participe de la diversité du monde. Il faut que la France reste un pays avec ses traditions, avec ses coutumes, ses traditions culinaires, son vin, sa cuisine, ses crèches, sa langue. Oui, enfin, je veux dire. Oui, alors, c'est difficile de dire ça parce que je sais bien qu'on est avec. Il y a ces phénomènes migratoires qui bouleversent un petit peu les choses. Je pense qu'il serait sage de calmer ces phénomènes migratoires. Il y a actuellement l'affaire des migrants, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette question des migrants, parce que c'est aussi une instrumentalisation de la pauvreté de certaines personnes. Il y a des gens il y a des forces qui sont là pour essayer de désorganiser les pays européens. Moi, j'aime bien, quand je suis en France, j'ai envie d'être en France. Quand je suis en Espagne, j'ai envie d'être en Espagne. Et a priori, les migrants devraient penser la même chose, c'est-à-dire être être heureux chez eux et aussi chez nous, mais pour en repartir. Bien sûr. Mais vous savez, il y a beaucoup de Français d'origine immigrée qui ne sont pas du tout favorables à une politique généralisée d'ouverture comme ça. C'est pas vrai du tout. Ça, c'est une vue de l'esprit. En fait, le grand secret, enfin un des grands secrets, à mon avis, de l'immigration, c'est que en fait, les gens deviennent rapidement français. Voilà. Alors même que tout est fait pour discréditer le modèle français, alors que tout est fait pour rendre la France odieuse. En fait, il y a souvent un amour déçu qui est derrière. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de Français d'origine immigrée à l'UPR? Parce qu'ils retrouvent l'image de la France qu'ils veulent avoir. Ils sont français. Il y a beaucoup de jeunes d'origine maghrébine, quand ils retournent au bled, ils s'y sentent pas à l'aise, c'est plus leur pays. Souvent d'ailleurs, il y en a beaucoup, ils ne parlent même pas l'arabe. Ça m'est arrivé d'aller en Algérie avec quelqu'un de l'UPR qui se mariait il y a 2 ans et qui lisait pas l'arabe. Moi, je parle pas l'arabe, mais je sais déchiffrer. Donc les mots, enfin les panneaux indicateurs, c'était moi qui le lui lisais. Il y a un phénomène réellement ça, c'est le génie français qu'il faut vraiment développer et cultiver. Il faut en gros dire aux gens que tout le monde doit avoir à égalité de droits et de devoirs, en ayant cette courtoisie, ce savoir-vivre minimum qui consiste à garder pour sa sphère privée ses convictions politiques et religieuses. C'est ça la laïcité, c'est d'un savoir-vivre en commun. Enfin, en fait, c'est très moderne, la laïcité. C'est l'antithèse. Pourquoi? Parce qu'on a cette société qui nous est imposée, qui vient des États-Unis. Parce que les États-Unis, ils ont le goût du communautarisme. Voilà. On affiche. Aux États-Unis, on doit tout afficher. Son appartenance religieuse, son appartenance à son orientation sexuelle, son sexe, son truc, son machin, sa fortune. Mais ça, c'est pas l'esprit français traditionnel. L'esprit français traditionnel, c'est que dans la France que j'ai connue des années d'avant 68, dans la France traditionnelle, on parlait jamais de politique, on parlait jamais d'argent, on parlait jamais de sexe, on parlait pas de son salaire. C'était des choses qui devaient rester dans la sphère privée. Alors certains pourraient dire que c'est de l'hypocrisie. Je suis pas sûr. C'est plutôt de la courtoisie d'ailleurs. C'est comme au Japon. Je vais vous donner. Alors là, c'est un bon côté du Japon. Au Japon, quand vous faites un cadeau à quelqu'un, il est extrêmement impoli d'ouvrir le cadeau. En France, c'est l'inverse. Si vous faites un cadeau à quelqu'un emballé et que la personne ne l'ouvre pas, les gens sont assez choqués. Moi, je sais que dans mon retour au Japon, j'ai gardé un peu cette tradition. Il y a des gens qui sont assez choqués. Donc, je suis obligé d'ouvrir le paquet ou parfois de leur expliquer pourquoi. Et en fait, au Japon, c'est un truc c'est assez subtil, assez élégant. C'est parce que on remercie pour le geste et on ne montre jamais ainsi son éventuel désappointement, parce que c'est arrivé à tout le monde que quelqu'un, un parent, votre conjoint, un frère, une sœur, un cousin, pour Noël, vous offre un cadeau, et vous dire,
qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est arrivé à tout le monde, c'est une expérience qui est arrivée à tout le monde. Et c'est parfois pas si facile que ça de cacher qu'on sait pas du tout ce qu'on va faire. Ça. Ah oui, c'est bien. Bon. Mais ça, au Japon, il n'y a pas. Au Japon, parce qu'on dira toujours merci beaucoup, tomo arigatou gozaimashita, et on fera un autre cadeau que les gens n'ouvriront pas. C'est une fois ensuite que les gens ouvriront. Il en reste donc l'idée que, enfin, il y a une certaine élégance là-dedans. Et ben, je pense que c'est un petit peu la même chose avec la laïcité à la française. En fait, les Français sont des gens très tolérants, mais à condition qu'on n'impose pas aux autres sa vision du monde. Alors que finalement, il y a quelque chose d'agressif et d'une certaine forme d'intolérance dans la prétendue tolérance du monde anglo-saxon. Il y a quelque chose d'agressif de voir afficher sa religion, son mode de vie, etc. En France, c'est quelque chose de plus restreint. En tout cas, on est comme ça. Et moi, je trouve que c'est un bon modèle qu'il faut garder, de même qu'il faut garder nos traditions, nos terroirs, nos trucs, nos communes. Par exemple, en ce moment, il y a une volonté de détruire les communes de France. Et on nous dit, la France, il y a 36 000 communes, on en a plus que la plupart des autres pays d'Europe réunis. Et alors, justement, c'est ça qui fait la France. La France, c'est des communes qui sont les paroisses qui remontent au haut Moyen-Âge. C'est nous, c'est la France. Voilà, c'est comme disait ce pays des 365 fromages. C'est comme si quelqu'un nous disait oula, il y a beaucoup trop de fromages, il faut qu'il y en ait 5. Non, il faut garder nos fromages. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça que le reste du monde nous aime en plus. D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez un dialecte ou un patois français pour dire au revoir et pour dire merci, puisque vous le savez en japonais? Non, je dirais pas. Honnêtement, non. En hollandais, on dit adichatz, mais ici, je ne sais pas comment on dit. Adichatz, peut-être, alors? Et merci. Oui, merci à tous et merci pour votre écoute.